L'écriture est arrivée tardivement dans sa vie à 50 ans passés. Il a écrit 6 romans, noirs ou policiers, tous récompensés. Et puis en 2013, c'est le prix Goncourt pour un magnifique roman, Au revoir là-haut, que vous avez, j'espère, lu. Il nous revient avec un tout nouveau livre, 3 jours et une vie, à inscrire plus tôt dans sa collection noire. Pierre Lemaître est avec nous dans VIP. Pierre Lemaître, bonjour. Bonjour. Pas trop surpris d'être invité chez les cathos? Non, je suis invité à peu près partout, j'ai de la chance. Militant. Non, j'ai de la chance. Je suis invité partout. Ouais, et ça vous va comme ça? Oui, je n'ai pas d'ostracisme, oui, aucun problème, bien sûr. On aura l'occasion de reparler de votre non-parcours de foi, j'allais dire, ouais. Parce qu'à côté de vous, on a invité quelqu'un qui est vraiment aux antipodes, Victoria Picone, une jeune chanteuse très engagée et dans la chanson, bien sûr, parce que c'est son métier, et dans sa foi. Voilà, on trouvera quand même peut-être des points communs entre vous deux. C'est vrai qu'on vous reçoit, Pierre Lemaître, à l'occasion de 3 jours et une vie, parce que vous étiez intouchable au moment de Au revoir là-haut. Ça avait été compliqué pour vous avoir. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué, c'est vrai, c'était compliqué. Ça a changé votre vie. Déjà, il y a eu des bascules dans votre vie. Il y a eu avant, on va dire, avant 50 ans, avant l'écriture vraiment. Et après, qu'est-ce qui a changé pour vous? Une femme. Qui a déclenché l'écriture? Non, qui n'a pas déclenché l'écriture, mais qui a déclenché la confiance dans l'écriture. Ah oui. Et donc, vous savez, quand on est aidé, porté par quelqu'un qui vous donne de la confiance, les choses deviennent plus faciles, on devient assez facilement inarrêtable. Mais voilà, c'est un parcours... C'est très étrange comme question d'ailleurs, parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Vous avez commencé tard, en fait à 56 ans. Alors, si j'étais devenu assureur à 55 ans, tout le monde s'en foutrait complètement. Complètement. Si j'étais devenu garagiste, on aurait dit, mais c'est recyclé. Bon, l'écriture, c'est mythique en France. Voilà, c'est plus que ça. Voyez-vous, je crois que c'est cette idée qu'on a, je crois, héritée du romantisme français, qu'on est écrivain, on ne le devient pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'immanent. Voilà, on le porte en soi. Oui, c'est-à-dire, voilà, on ne le devient pas. Si on est écrivain, on l'est. Et donc, dans ce cas-là, on doit l'être tout de suite ou assez tôt, mais on ne le devient pas. Voilà, il y a des grossesses tardives. Il y a des grossesses tardives, mais des grossesses à 56 ans sont plus que tardives. Elles sont miraculeuses pour le coup. Non, si vous voulez, cette idée, moi, elle m'intéresse beaucoup parce que je crois qu'elle renvoie à la représentation que nous avons des écrivains et de ce qu'est la littérature. Nous sommes dans un pays de vieille littérature, un vieux pays de littérature, comme on voudra, ou les deux. Et nous avons des représentations à la fois de ce que sont les romans et de ce que sont les romanciers. Et l'idée, vous avez commencé tard, c'est assez mystérieux, renvoie, je crois, à l'idée que ça n'est pas vraiment un métier qu'on apprend, c'est avant tout une vocation qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, vous étiez écrivain, vous le saviez depuis longtemps? Été écrivain. Je suis un écrivain né, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que je crois que j'ai toujours été écrivain. Mais la question du passage à l'acte et de l'édition est une autre question. Vous savez, Jean d'Ormesson est venu plusieurs fois dans cette émission, et un jour, je lui avais dit mais enfin, je ne comprends pas, Jean, vous avez quand même commencé à écrire tardivement, il avait 30 ans passés. Et il m'avait regardé, il m'avait dit mais... Je lui ai dit pourquoi? Il me dit mais mon petit lapin bleu, parce que quand il ne se souvient pas du prénom des gens, il dit mon petit lapin bleu. Oui, mais il me l'a dit aussi. Il vous l'a dit aussi, oui, votre petit lapin bleu, vous y avez eu droit. Mon petit lapin bleu, c'est qu'avant, je n'avais rien à dire. Et je n'ai pas trouvé meilleure raison pour finalement ne pas écrire. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit enceint ou pas d'un projet littéraire. Et voilà, il faut le temps de le déposer. Je suis pas sûr que je dirais pas la même chose. Je suis pas absolument certain qu'à 30 ans, par exemple, à l'âge où Jean d'Ormesson a commencé à publier, je ne suis pas sûr que j'avais des choses si intéressantes que ça à dire. Peut-être que je pourrais dire la même chose que lui, oui. On peut raconter ce que vous faisiez avant d'écrire? J'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de formations. Je suis psychologue de formation, je fais un peu de psychologie aussi. Et avant tout, j'ai consacré beaucoup d'années à faire de la formation continue des adultes. Voilà. Notamment de bibliothécaire? Oui, notamment de bibliothécaire. C'est là que j'ai rencontré mon épouse. Donc, j'ai séduit une de mes étudiantes, mais je l'ai épousée. C'est pas, je sais sur quelle chaîne je suis, donc voilà, il faut que je sois très moral. Vous savez, c'est assez drôle parce que c'est assez amusant parce que je discutais avec un de mes amis qui est universitaire, un homme très séduisant. Et je lui disais, voilà, un jour, j'ai séduit une de mes étudiantes, mais je l'ai épousée. Et il m'a dit une chose extraordinaire, il m'a dit, tu es un modèle pour nous tous, n'est-ce pas? Les profs de fac, ça me faisait beaucoup rire.
Alors, vous dites, vous êtes psychologue de formation, et honnêtement, ça se sent quand on vous lit. Quand on lit, bon, je vais commencer avec le gros succès qui vous a fait connaître du grand public. Oui. C'est vrai que moi, vous n'auriez pas écrit Au revoir là-haut, je ne vous connaîtrais pas. Et finalement, Non, avec bien sûr, 3 jours et une bien vie, sûr. vous m'amenez dans une littérature que je n'ai pas l'habitude de fréquenter. Oui. Et j'y suis allée avec bonheur dans 3 jours et une vie, pour tout vous dire, à ma grande surprise. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Que ce soit dans Au revoir là-haut ou 3 jours et une vie, il y a une sorte de psychologie extrêmement fouillée des personnages. Et puis alors, vous rendez les atmosphères, et que ce soit l'atmosphère de la fin de guerre, Première Guerre mondiale pour Au revoir là-haut, ou que ce soit cette atmosphère beaucoup plus proche de nous dans le temps. On est sur 3 périodes avec 3 jours et une nuit. On est dans les villages ou les villes que vous décrivez. On est dans le Paris de la démobilisation avec vous dans Au revoir là-haut. On est dans ce petit village de Beauval perdu au milieu de la France. C'est impressionnant comment vous arrivez à rendre. En même temps, je suis sensible aux compliments, mais en même temps, c'est un peu quand même... je dirais le service minimum que doit rendre un écrivain à son lecteur, que de faire un récit qui soit suffisamment crédible pour que le lecteur ait l'impression d'être dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en soi un challenge. Encore faut-il que ce soit bien fait. Alors, vous savez que vous êtes dans un média catholique ici, donc il y aura des questions un petit peu avec un angle un petit peu catholique. Mais alors, j'ai cherché le lien éventuellement entre les 2 livres, qui n'est pas forcément un lien évident, parce que Au revoir là-haut est le début d'une trilogie. Oui, tout à fait. Vous avez commencé à le dire. Oui, absolument. Donc ce n'est pas un secret. Il y aura 2 autres livres, on les attend avec impatience. Oh, je vais faire un petit détour, excusez-moi, il faut absolument que je vous pose la question. Je pense que je ne suis pas la première à vous la poser, mais quand on lit Au revoir là-haut, il y a une phrase qui laisse totalement en suspens, et je suis sûre que je réponds à l'impatience de pas mal de gens. À un moment, vous parlez, il y a une petite Louise d'Au revoir là-haut, une petite gamine, qui n'est devenue pas grand-chose à la fin du roman, sauf quand on la retrouvera dans les années 40. Ça veut dire que c'est pour elle la suite des... Écoutez, j'en sais rien du tout. Vous avez planté tous les personnages, on sait ce qu'ils deviennent, sauf elle. Vous m'avez laissé en suspense. On ne sait pas ce qu'ils deviennent du tout. Je viens du roman policier, Oui. je viens du roman de suspense, je viens du roman noir. Et quand on a écrit quelques romans, on commence à avoir un petit peu de savoir-faire. Hein. Donc quand on termine un livre dans lequel on s'est senti bien, dans lequel on a été heureux, j'ai vécu plusieurs mois avec ces personnages, le temps d'écrire un gros livre, il fait presque 600 pages, donc c'est beaucoup de temps. J'étais tellement bien dans cette histoire et j'avais tellement jubilé à l'écrire, je me suis dit, je vais certainement poursuivre. Et alors, la moindre des précautions que prend le feuilletoniste, c'est de laisser des portes ouvertes pour le cas où il aurait besoin d'emprunter le couloir. À n'importe quel moment, je peux décider de refermer cette porte, mais si j'ai besoin de l'ouvrir, j'ai la clé. C'est vrai que nous aussi, on a envie de les retrouver. Alors, il y en a plusieurs. Alors, écoutez, on va le dire. Je travaille sur plusieurs romans. Un roman noir qui s'appelle Périph' et qui se passe entièrement sur le boulevard périphérique parisien. Un autre qui s'appelle donc Couleur de l'incendie. C'est un vers de Aragon. Et qui sera la suite de Au revoir là-haut et qui aura pour personnage principal Madeleine, la sœur du jeune homme qui est une gueule cassée et qui meurt à la fin de Au revoir là-haut, et leur fils, et le fils de Madeleine qui n'apparaît qu'à la fin du roman. Oui, puisqu'il naît à la fin du roman, et au début du roman suivant, il aura 7 ans. Voilà. Ah, je suis contente de retrouver Madeleine. J'ai bien aimé ce personnage. Ça va être l'histoire d'une femme dans les années 30, c'est assez intéressant, parce que les femmes, rappelons-nous quand même que dans les années 30, les femmes n'ont même pas le droit de signer des chèques. Or, elle est l'héritière d'une banque. Donc c'est très intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ça promet un beau dessin. Mais j'ai bien aussi aimé votre salaud magnifique, là, Henri Pradel. Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire revenir dans le volume d'après. Oui. D'accord. Ah, il revient. Non, enfin, il a fait une apparition avant-hier, je vous tiens au courant. D'accord, très bien. C'est sorti en bande dessinée. Et ça, c'est toujours intéressant quand les livres sont adaptés en bande dessinée. Alors, Au revoir là-haut, pour tout vous dire, je ne l'avais pas lu en son temps, tout simplement parce que j'accouchais. Donc j'étais un petit peu prise par ailleurs. Ne vous excusez pas. Donc voilà, je ne m'excuse pas, mais de fait, la bande dessinée est sortie à l'automne dernier. Et je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion. Je vais lire le roman, il était hors de question que je lise la bande dessinée avant. Et en parallèle, une fois que j'aurai lu 50 pages du roman, je lirai les pages de BD qui correspondent. Et alors, c'est étonnant parce que Philippe Torreton, qui signe la préface de cette bande dessinée, et que je salue au passage parce que c'est le parrain de cette émission, disait « J'avais peur qu'on me colle des images sur mes personnages que je m'étais forgés dans ma tête. » Et on a tous un peu la même trouille. Et au final, c'est très réussi. C'est très réussi avec la frustration quand même que quand on lit 50 pages de Pierre Lemaître du roman, on lit plus que 2 pages ou 3 pages dans la BD.
Oui, alors c'est un exercice difficile. J'ai scénarisé moi-même la bande dessinée parce que, non pas parce que je voulais tout faire, mais parce que ça, je ne savais pas le faire. Je ne l'avais jamais fait. Et moi, je suis un type qui raconte des histoires. Je suis un romancier, je ne suis pas un écrivain. Donc, l'idée d'aller me colter à une difficulté que je ne connaissais pas encore, une autre manière de raconter une histoire, ça m'intéressait beaucoup sur le plan technique, stratégique. Et puis, j'ai eu le bonheur de travailler avec un très grand dessinateur qui est Christian Demeter. On s'est magnifiquement entendu. Donc, on a monté cette BD ensemble. Alors, c'était très curieux parce qu'il avait effectivement des personnages qui n'étaient pas les miens. Son Albert, son Édouard ne ressemblaient pas à ceux que je m'étais projetés mentalement. Mais ils ont une telle force de vie que maintenant, ce sont devenus ces personnages-là. Et j'aurais beaucoup de mal à imaginer Édouard ou Albert maintenant différents de ceux que Demeter a. Va bien falloir, parce qu'Albert Dupontel qui est en train de faire le film. Eh bien oui, mais vous voyez, c'est la plasticité, je trouve, que certains romanciers peuvent avoir. Il me semble que je l'ai. C'est que je peux passer d'un personnage à l'autre avec beaucoup de facilité. Là, Albert, je suis allé sur le tournage il n'y a pas longtemps, Albert Dupontel est devenu totalement Albert Maillard pour moi. Donc pendant 1 an et demi, le Albert de référence a été celui de Christian Demeter, maintenant c'est Albert Dupontel. Mais je n'ai aucun problème de passer d'une figure à l'autre. Pour moi, le personnage court à travers les différentes figures qu'il incarne. Ce sera intéressant de voir les différentes adaptations, BD après film. Moi, je suis pressée de voir le film. J'ai juste noté quelque chose de très étonnant. J'ai même cru que c'était moi qui m'étais trompée. Donc, je suis retournée au roman. La fin n'est pas la même dans la bande dessinée et dans le roman. Dans la bande dessinée, le héros, on va dire un des héros, en tout cas, n'est pas renversé par une voiture. Il s'envole et s'écrase sur cette voiture. Oui, et je me suis dit, tiens, pourquoi on change de fin? Mais c'est simple. C'est esthétique? Oui, c'est esthétique. Voilà. C'est esthétique, c'est-à-dire quand Christian m'a dit « Écoute, j'ai un problème, c'est le type, il s'envole pas de loin, il saute du trottoir pour aller sur le capot d'une voiture. » Et esthétiquement, j'ai beaucoup de mal à donner du mouvement à ce truc-là. Il me dit « Je préférerais que ça soit autrement. » Alors je dis « Qu'est-ce que tu proposes ?» Il me dit « J'aimerais bien que finalement, il se défenestre. Ce serait pour moi plus facile. » Alors il me dit « À la condition que ça colle avec le personnage, que ce soit pertinent psychologiquement. » Et moi, je ne voyais aucun inconvénient à ça, et je trouve qu'esthétiquement, c'est lui qui avait raison, et comme il n'y avait pas d'inconvénient narratif à changer la fin, vous savez, je vais vous dire, le pire chez les romanciers, c'est ceux qui veulent rien changer. Quand on adapte les choses, ils ne veulent pas changer une virgule, quand on les adapte au cinéma, ils ne veulent pas changer une image, ils ne veulent rien changer. Or, moi, j'adore que ça change. J'adore que ça change parce que ce que j'attends, moi, d'un créateur qui va adapter au cinéma, à la BD ou autrement, c'est qu'il se l'approprie et qu'il me raconte la même histoire autrement. Mais s'il doit la raconter autrement, il faut qu'il change des choses. Donc, moi, je suis ravi quand on me dit « Tiens, j'ai fait disparaître un personnage. » Je dis « Oh, ben, c'est formidable. On a fait venir un autre personnage. Oh, mais c'est pas tant. » J'adore que ça change. J'adore ça. Esthétique de la mort. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça ne change rien à mon livre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Le livre, il continue d'exister tel qu'il est, tel que je l'ai imaginé. Que maintenant, la bande dessinée, le film propose des variations autour de ça. Je trouve ça formidable. Ça veut dire quoi? Je suis romancier et pas écrivain. Vous avez dit ça au milieu. Oui, Raymond Chandler dit ça, je crois, à peu près justement. Il dit il y a 2 sortes d'écrivains. Il y a ceux qui écrivent des histoires et ceux qui écrivent des écrits. Hein. Alors moi, je fais partie de la première catégorie, c'est-à-dire j'écris des romans. Hein, j'écris pas des écrits. J'écris des histoires. Voilà. Des écrits, c'est-à-dire quoi? Des essais, ça peut être de la psychologie, ça peut être, non, mais ça peut être à peu près tout ce que vous voulez, sauf des histoires. Sauf des histoires, d'accord. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous voulez, sauf des histoires. Alors c'est des confessions, c'est de l'autobiographie. Le romancier est une partie des écrivains. C'est de l'autofiction, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas des histoires. Moi, je raconte des histoires, je suis romancier. Alors j'en reviens à mon idée de départ. Je trouve que moi j'ai lu 2 livres de vous, donc Au revoir là-haut et 3 jours et une vie, dont on va parler dans 2 secondes. Mais alors l'idée de la rédemption, ratée ou réussie, traverse vos livres. On vous l'a déjà fait remarquer, ça? Oui, enfin, je n'ai pas besoin qu'on me le fasse remarquer pour l'avoir remarqué. C'était voulu, d'accord. C'est pas quelque chose qui vous a échappé. La rédemption, beaucoup moins d'ailleurs que la question de la revanche ou de la vengeance, qui je crois est plus récurrente. Si je regarde l'ensemble de mes livres, j'ai l'impression quand même, et d'ailleurs c'est pareil pour le prochain, ce sont des thèmes qui reviennent fréquemment. On peut faire un saut de citation. Il y a une citation de Scott Fitzgerald que j'aime beaucoup. Scott Fitzgerald dit « Un écrivain, c'est un type qui a 2-3 trucs à dire et qui, livre après livre, essaye de les dire à peu près correctement. » Et je trouve que c'est une très bonne définition, en tout cas, de la manière dont je fais mon travail. Et si je regarde même des écrivains bien plus considérables que moi, je pense par exemple à Patrick Modiano, au fond, j'ai l'impression que Patrick Modiano, c'est un type qui a 2 ou 3 trucs à dire,
qui essaye de les dire à peu près correctement depuis 30 ou 40 ans, et qui les dit de plus en plus correctement, et qui fait une œuvre absolument admirable. Proust n'a pas énormément de trucs à dire. Alors Proust, c'est vraiment votre compagnon de poche, vous le Ah quittez ouais, pas, c'est votre référent Vous savez, absolu. en plus, nous sommes tous les deux prix Goncourt, donc je peux maintenant considérer Marcel Proust un peu comme un collègue de bureau, n'est-ce pas? Complètement, sauf que lui avait publié un conte d'auteur à l'époque. Oui, alors Personne le ne conte voulait d'auteur de lui. n'était pas à l'époque ce que nous appelons aujourd'hui le conte d'auteur, mais enfin c'est vrai. C'est vrai. C'est marrant parce qu'à la fin de vos romans, vous avez toujours des pages de remerciements qui sont très drôles à lire. Vous remerciez aussi bien vos intimes que l'ensemble des écrivains ou des romanciers de cette planète. Et alors, je suis toujours très frustrée parce que vous dites j'ai cité un tel, j'ai cité un tel, j'ai cité un tel. Je dis mince, c'était où dans le livre? Parce que moi, j'ai pas votre culture, je l'ai pas vu. Oui, alors j'hésite beaucoup, mais vous me faites repenser, mais j'hésite beaucoup pour le prochain livre à donner quelques clés. Ah ouais, s'il vous plaît. Peut-être je le ferai, mais en même temps, je me dis, ça va perdre un peu de son mystère, quoi, voyez? Parce que, bon... Oui, mais ça nous éduquerait un peu, à nous qui en savons moins. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout mon métier. Mais oui, je voyez, comprends. Moi, je suis écrivain ou romancier, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, je ne suis pas un messager et je n'ai de leçons de pédagogie à donner à personne. Voilà, mais quand je lis merci à Cynthia Fleury, Jean-Paul Sartre, Georges Siménon, Virginie Despentes, Henri Poincaré... Oui, il y a du beau monde, je me pousse un peu Marc d'école. Duguin, Berthaud Eco, j'ai dit mon Dieu, mais ils étaient où? Pourquoi je ne les ai pas vus? Quelle horreur. Non, mais je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Ah, je peux vous donner un exemple, parce que ça paraît très mystérieux. En fait, quand je travaille, c'est pas rare du tout que une phrase vienne, quelques mots parfois, et dont je sais d'où ça vient. Je l'ai lu quelque part. Alors je regarde dans mon petit dictionnaire personnel de citations, je le trouve ou je le retrouve pas. Souvent je le sais. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est des fois deux mots. Par exemple, pour Marc Duguin, je crois que c'est deux mots. À un moment, une expression que j'ai lue chez Marc Duguin m'a frappé. Allez savoir pourquoi. La mémoire a filtré ça et l'a retenu dans ses mailles. Et au fond, quand je l'écris et que ça me revient, ça me fait plaisir de dire tiens, j'ai pris ça à Marc Duguin. Et puis de citer aussi les autres. C'est ma manière à moi de me sentir dans un univers d'écrivains, dans un univers d'écriture. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. En fraternité. C'est un peu ça. Vous savez, 3 jours, une vie, c'est du roman noir. Moi, j'avoue que je n'y suis pas habituée. Et pour être tout à fait honnête, autant Au revoir là-haut, je voulais le lire depuis longtemps, autant 3 jours, une vie, je dis bon, tu reçois l'écrivain, le romancier, pardon. Non, mais vous pouvez dire écrivain, ça ne me vexe pas. Il va falloir le lire. Et je me suis dit, roman noir, j'y suis allée à reculons. J'ai totalement plongé dans le livre, en me disant, oh là là, un enfant qui assassine un autre enfant, c'est pas pour moi. Et je suis trop maternelle pour ça. Et en fait, pas du tout. J'ai complètement plongé dans le livre. Parce que c'est pas que c'est anecdotique, la mort de cet enfant qui arrive dans toutes les premières pages. Mais ce qui est intéressant dans le roman, c'est tout ce qui se passe après. C'est comment votre personnage principal gère ou ne gère pas sa culpabilité et ce qu'il va faire de sa vie et comment il peut rater ou réussir sa vie avec une culpabilité telle et comment vous reconstituez une fois de plus l'atmosphère de cette ville-là ou cette petite ville où ce drame arrive. Et j'ai refermé le bouquin en me disant « Oh, c'était génial !» C'était génial, il va falloir que je le dise parce qu'on sait que je ne lis pas du noir chez mes amis, oui, vous voyez. Oui, bien sûr. Comment dire, le challenge que relève l'écrivain de romans noirs, ou le romancier noir, c'est d'essayer d'attraper le lecteur. Je pense, si vous voulez, on est dans un métier qui est un peu codé, un petit peu codifié. C'est si vous attrapez le lecteur, c'est-à-dire, si vous le faites rentrer dans votre histoire et qu'il a envie de savoir la suite, vous pouvez à peu près tout vous permettre. Et je pense que c'est une histoire, vous dites, vous êtes très maternelle, et donc pour vous, ça devait choquer quelque chose que je comprends très très bien. Et je pense que je réussis mon coup quand j'arrive sur une histoire qui a priori n'est pas faite pour vous, à vous emmener jusqu'au bout. Coleridge appelle ça la suspension d'incrédulité. Ça veut dire que si vous rentrez dans un livre, vous allez suspendre votre esprit critique, vos jugements, le temps de la lecture, parce que vous voulez aller jusqu'au bout, quitte après, naturellement, à reprendre les droits de la critique et de l'esprit critique pour dire « parce que j'ai lu n'était pas formidable ». N'empêche que je suis allé jusqu'au bout, et cette suspension d'incrédulité, c'est quelque chose qu'il faut essayer de gagner dès les premières pages. Je vous lis les 3 premières phrases. Juste dites-moi le nom. Rémi, il s'appelle comment? Parce que je n'arrive pas à le prononcer. De Smet. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien, Ulysse.
j'ai commencé par ça en me disant comment ça commence par la mort d'un chat. Et voilà, on est happé, on est pris, on connaît l'importance de cette première phrase dans les romans. Hein. Dans le type de romans que j'écris, qui sont des romans à suspense ou des romans d'aventure, policiers, ou des romans policiers, c'est très important d'avoir un début dans lequel le lecteur doit sentir comme au cinéma. La lumière s'est éteinte, l'histoire commence, et à partir de ce moment-là, on oublie qu'on est au cinéma pour être dans l'histoire. Et moi, je dois essayer de faire la même chose avec mon roman. C'est ce que j'essaie de faire. Je vais vous soumettre une citation d'Oscar Wilde. J'aimerais bien que vous réagissiez avec des questions de morale. Et on ne débat pas de la morale dans vos romans, loin de là. On est dans la complexité, c'est ça que j'aime beaucoup. L'artiste n'a pas de préférence morale. Une préférence morale chez l'artiste est un maniérisme de style impardonnable. Le vice et la vertu sont pour l'artiste la matière de son art. Et c'est exactement ça, je trouve. Oui, rien à dire, rien à rajouter, rien à retrancher. Vous allez être obligé de citer Oscar Wilde maintenant dans vos remerciements maintenant, à la fin. Mais c'est un compagnonnage agréable pour moi, Oscar Wilde. Il y a des fréquentations plus déshonorantes que celles d'Oscar Wilde. Quoiqu'à l'époque, on le trouvait parfaitement déshonorant, cet homme-là. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Au moment de sa vie. Tout à fait raison. Non, c'est vrai, il a tout à fait raison de dire les concepts moraux pour un écrivain, sauf les écrivains qui sont des moralistes, mais pour les écrivains qui ne le sont pas, comme moi, c'est de la pâte, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, la cupidité, la méchanceté, tout ce qu'on veut sont simplement des outils. Mais Pierre Lemaitre, autant vous avez beaucoup expliqué quand on s'intéresse à Au revoir là-haut. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages, d'interviews. Vous expliquez que vous aviez été nourri de littérature, de guerre. Vous adorez ça depuis enfance. Vous portiez ce roman. Mais typiquement, une histoire comme celle-là, 3 jours et une vie, qui se passe à notre époque. À un moment, il y a d'ailleurs les 2 tempêtes, Lothar et Martin, dont on se souvient tous, qui interviennent de manière très, très présente dans votre roman. Comment ça vient, l'idée de se dire, je vais prendre un enfant qui va en tuer un autre, certes par accident, mais qui va quand même le tuer. Et à quel moment on sait qu'on tient son sujet en partant d'un sujet aussi lourd ? Ce sont 2 questions un peu différentes. À la première, comment naît un livre, celui-là ou un autre ? Franchement, je crois que chaque romancier, chaque écrivain a son explication. Moi, je suis souvent incapable de savoir comment les idées vont arriver. La question du crime par un enfant est une question que m'était souvent posée. Je viens du roman policier, donc on essaye de regarder un petit peu toutes les zones du crime. Et là, il y a une zone un petit peu plus intrigante que les autres, puisque l'enfance est généralement associée à la naïveté, à l'innocence, etc. Et donc le crime va pas bien, il y a une espèce de conflit cognitif ou de conflit moral à imaginer à la fois l'enfance et la criminalité. Donc c'était évidemment un sujet intéressant. Mais savoir comment naît un livre, c'est un peu mystérieux. C'est des choses qui se mettent en place progressivement, puis à un moment, vous savez que vous avez envie de commencer. Alors, la deuxième question, c'est à quel moment vous savez que ça sera un livre. Alors ça, c'est une idée qui est plus compliquée à manipuler. C'est une chose beaucoup plus difficile. Moi, j'ai des romans... Par exemple, je vous parlais de ce roman qui s'appelle Périph'. J'en ai fait 130 pages. Je suis allé rencontrer le Premier ministre pour ce livre, qui m'a reçu très, très gentiment. Ça aide d'être prix Goncourt, quand même. Oui, ça aide d'être prix Goncourt. C'est un privilège que je souhaite à tout le monde. Mais j'avais 130 pages et je l'ai arrêté parce que j'étais en panne et puis ça ne marchait pas. Et puis là, je l'ai repris, ça marche bien. Vous savez, ça, c'est compliqué. Alors, en ce qui me concerne, pour les autres, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, il y a quand même un facteur qui est assez décisif, c'est le plaisir que j'y prends. C'est-à-dire que je suis un écrivain plutôt jubilatoire. J'écris comme je parle là, c'est-à-dire je suis un homme plutôt gai, plutôt tonique, plutôt enthousiaste et plutôt jubilateur. Et j'ai beaucoup de jubilation dans mes livres. Et si j'ai de la jubilation, c'est que ça fonctionne bien. Ça ne donne pas forcément un bon livre, mais en tout cas, ça donne un livre que je peux terminer parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. La jubilation fait partie des qualités qui sont nécessaires pour travailler. Alors, j'ai remarqué aussi que le monde des odeurs était très présent quand vous écrivez. Vous, l'odeur, par exemple, de votre enfance, ce serait quoi ? Celle qui remonte, là, tout de suite, au moment où je vous pose la question. C'est l'ennui. L'odeur de l'ennui. C'est l'odeur de l'ennui. Oui. C'est une odeur qui soigne de quoi, alors ? Ouais, c'est pas une odeur qu'on sent, c'est une odeur qui sointe. Tu vois, c'est l'ennui. Vous êtes déjà rentré dans des lieux comme ça qui transpire l'ennui. C'est pas une odeur particulière, ça peut sentir à peu près n'importe quoi. Sauf que ce qui prédomine, c'est cette sensation oppressante de l'ennui.
Oui, je sais pas, tout de suite, moi, quand j'y pense, je repense à cette vieille dame qu'on allait visiter avec ma grand-mère, qui n'avait plus personne, et on y allait, c'était obligatoire, et c'était l'ennui pendant 1 heure. Et que chez cette vieille dame, ça sente un petit peu le renfermé, le pipi de chat, ou l'édredon en plume de canard, peu importe. Vous allez après associer chacune de ces 3 odeurs au concept de l'ennui. Et donc, moi, la première odeur qui me vient, c'est pas vraiment une odeur, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on respire dans l'air. Ça me fait penser à Jules Renard, dont j'ai lu le journal il y a quelques années, qui disait de Edmond Goncourt, il avait une odeur, ses mains avaient une odeur d'édredon mouillé. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que je me demandais à quoi pouvait ressembler une odeur d'édredon mouillé. Oui, et dans Au revoir là-haut, moi j'ai un perroquet mouillé qui remue la tête comme ça. Oui, c'est des images. Et là, ça vient de Stephen Crane. Voilà. Ouais. L'odeur de l'ennui, d'accord. Vous étiez un petit garçon qui s'ennuyait. J'étais un enfant triste et heureux. Oui. Ça veut dire quoi ? Triste et heureux. Il y a 2 mots que vous ne comprenez pas. C'est l'association des 2 mots. En fait, j'étais un enfant heureux parce que j'avais de bons parents, aimants, et je ne manquais de rien. J'ai une famille très, très modeste, mais je n'ai manqué de rien. Mais j'étais un enfant triste. J'ai vécu une enfance assez ennuyeuse. Oui. D'accord, parce que seul, pas frère et sœur, ou parce que... J'avais une sœur, mais qui n'était pas beaucoup à la maison, un père qui n'était pas beaucoup à la maison, parce qu'il voyageait beaucoup pour son travail, et c'est vrai que c'était une enfance assez ennuyeuse. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'amis, on ne voyait pas beaucoup de monde, c'était un milieu très fermé, mais mes parents nous ont toujours élevés un peu dans l'idée que le monde commençait là. J'ai une grand-mère qui a disparu assez tôt, je n'ai pas bien connue. C'était une femme très méchante, elle ne méritait pas beaucoup mieux. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de grands-parents, il n'y avait pas de cousins, il n'y avait pas... C'était une espèce de famille monocellulaire. En fait, mes parents, je crois, avaient envie que le monde de leurs enfants et leur monde à eux commence là, sûrement parce que leur passé était compliqué, difficile, et qu'au fond, leur manière à eux de réinitialiser leur vie, c'était de faire table rase du passé. Donc, du coup, dans une vie qui n'a pas de racines, vous n'avez pas beaucoup de monde autour de vous. Quoi. Ah oui, effectivement, c'est tellement loin des enfances qu'on a pu connaître, nous autres. Oui, c'est ça, c'est triste à entendre. Oui. C'est triste. Voilà, vous avez tout compris. Et je vais faire de la psychologie de comptoir devant un psychologue de formation, mais c'est vrai qu'on a envie de se dire, pas étonnant que cet enfant-là ait peuplé son imaginaire pour habiter ce vide. Alors, mais je crois, oui, que notamment la passion que j'ai eue pour la littérature, pour la lecture, tient certainement au fait que la vie était un peu ennuyeuse et que la lecture, qui était à l'époque le premier moyen de la distraction, puisque la télévision était très balbutiante, il n'y avait pas énormément de sollicitations autres. Le cinéma, il fallait avoir les moyens d'y aller, on n'y allait pas beaucoup, on allait 2 fois par mois. Quoi. Donc au quotidien, ce qui faisait l'évasion, c'était la littérature. Donc moi, c'était Dumas, mon maître. Bien sûr. Et Proust plus tard. Et Proust plus tard. Alors, je vais vous présenter une jeune personne avec qui vous n'aurez sans doute pas beaucoup de points communs, mais c'est pas très grave. Elle s'appelle Victoria Picone, elle pourrait être sans doute votre fille. Elle nous arrive rayonnante, ravissante. C'est une chanteuse très engagée, une chanteuse qu'on va dire chrétienne, vraie chanteuse avec sa guitare et sa couronne de fleurs. Bonjour Victoria. Je vous présente Pierre Lemaitre, dont la vie ne se résume pas au prix Goncourt 2013, je vous rassure, mais bon, ça l'a fait connaître. Et Victoria va sortir son premier album là tout bientôt au mois de mai. On va en reparler. Au cas où le téléspectateur n'ait pas compris, il y a un moment, elle va chanter. Victoria, vous allez voir, c'est absolument génial. Mais voilà, il y a ce grand bonhomme face à vous, ce grand romancier. Ça va rentrer, Pierre Lemaitre, ça va rentrer. Mais vous savez, ça ne me vexe pas. Je voulais simplement marquer une différence, mais je peux me revendiquer comme écrivain. Je veux dire. Et vous avez raison. Vous l'avez écouté pendant une demi-heure. Est-ce que vous avez perçu ou reçu des images qui vous ont parlé dans ce qu'a pu dire Pierre Lemaitre, Victoria? En fait, j'avais surtout une question. Je me suis demandé quelles étaient vos motivations derrière l'écriture de romans noirs. Mais j'ai eu un peu ma réponse, je pense. Du fait de... Vous avez parlé de votre enfance, que vous étiez très... oui, c'est pas pour ça que j'écris des romans. Hein, c'est pas... Pourquoi noir, surtout? C'est surtout ça l'idée. Pourquoi noir? Ouais, mais j'ai pas de motivation. C'est pas un mot de mon vocabulaire, la motivation. Non, c'est vrai, c'est pas un mot de mon vocabulaire. Mais je comprends bien votre question. Je la prends pas du tout à la légère. Je pense que j'ai un sens du tragique. J'écris des romans noirs parce que je suis un homme tragique. J'étais élevé avec le sens du tragique très tôt. Et il me semble que quelqu'un qui a ce sens-là, quand il se met à écrire, il n'écrit pas des comédies sociales ni des romans sentimentaux. Vous voyez, il écrit des romans noirs, je crois.
Ouais. Et c'est vrai que quand on lit notamment Au revoir là-haut, ça fait très tragédie antique. On revoit des grands marqueurs et on se dit que ça vient de loin, ce tragique dont vous parlez. Oui, parce que l'histoire, vous avez tout à fait raison, l'histoire des principaux personnages, c'est le mythe de l'Oedipe à l'envers. Oui. Et le roman est construit comme une tragédie, c'est-à-dire que la fin est contenue dans le début, en quelque sorte. Oui. Donc la question n'est pas de savoir ce qui va se passer à la fin, parce que tout le monde le pressent. C'est comme dans Oedipe. Personne ne doute que Oedipe va coucher avec sa mère et tuer son père. La grande question, c'est où et quand et comment. Voilà. Mais c'est pas est-ce que ça va avoir lieu. La tragédie est ainsi faite que ce qui est marqué par les dieux va se passer, puisque c'est la volonté des dieux. Et donc la grande question, c'est comment ça va se passer. Et c'est vrai que souvent, mes livres sont basés un petit peu sur cette forme du récit, dans lequel ce qui va compter n'est pas de savoir ce qui va se passer, mais comment ça va arriver. C'est vrai que votre personnage principal, dans Au revoir là-haut, enfin un des personnages principaux, Édouard Péricourt, porte des masques pour masquer sa gueule béante emportée par un obus. Alors là, on est dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Victoria, elle porte des couronnes de fleurs. Ça n'a rien à voir. Originaire du Pays Basque, mais franco-canadienne. Oui, en fait, mon père était italien 100%. Piccone. Et de Sicile. Et en fait, pendant une guerre, ils ont tous émigré au Canada. Et du coup, j'ai la moitié de ma famille au Canada, côté anglo-saxon. Et c'est pour ça qu'elle chante en anglais aussi, une langue qui vous est finalement pratiquement plus familière. Quel côté du Canada ? Toronto. Oui. Elle a papa musicien, sculpteur, maman peintre et céramiste. On est quand même dans le milieu artistique. On n'est pas chez Pierre Lemaitre, on est chez Victoria Piccone. Rien à voir, j'imagine, dans la manière dont vous avez été élevée. Oui, alors mon enfance, moi, c'était vraiment... le jeu tout le temps. Enfin, pas le jeu, mais la créativité. Et dès qu'il y avait quelque chose d'un peu tragique qui se passait dans notre vie, et ben justement, on créait à partir de ça quelque chose de beau. Et en fait, c'est-à-dire qu'on transformait un peu cette situation en quelque chose de rigolo. Parce que là, on a du mal à se dire comment transformer le tragique en rigolo. Alors, quand j'étais petite, par exemple, je faisais un dessin... et ça, je m'en rappellerai toujours. Je faisais un dessin et puis hop, j'ai raté quelque chose sur mon dessin. Et c'est pas du tragique là. Non, mais pour une petite fille qui aime beaucoup ça, je me mets vraiment dans la tête d'une petite fille. C'était vraiment triste et j'étais très contente de mon dessin, sauf de ce petit trait qui était horrible. Et en fait, ma maman, qui est artiste peintre, à travers sa pédagogie, c'était « mais non, regarde ce qu'on peut faire avec ce trait justement ». Et elle a créé quelque chose, un arbre avec des personnages dans l'arbre. Et en fait, ça m'a complètement ouvert les yeux sur bien plus que juste ce dessin, en fait. Sur plein de situations. Et toute une philosophie de vie, finalement. Toute une philosophie de vie. Donc quand vous entendez Pierre Lemaitre parler de l'ennui, ça... Non, mais je comprends, parce que moi, j'ai vécu... aussi des moments très très ennuyeux, mais juste parce que j'étais pas dans un environnement qui était favorable à ce que je voulais vivre, ce que je désirais vivre. Et donc je comprends tout à fait ce que... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut vivre une vie intéressante et elle peut être ennuyeuse et intéressante en même temps. Moi, j'avais une vie assez passionnante. Je lisais beaucoup, il m'arrivait beaucoup de choses dans ma tête. Ouais. La vie était assez passionnante, et puis j'avais des parents aimants, j'étais aimé par mes parents, je n'ai manqué de rien. Mais ce qui manque, ça manque de vie, quoi. Ça manque de pulsion de vie, quoi. Voilà. Et l'arrivée des enfants, ça n'a pas mis de la pulsion de vie, quand même ? L'arrivée des enfants, arrivée à moi. Non, l'arrivée de vos enfants. Oh, c'est arrivé beaucoup plus tard. Moi, je suis un papa tardif. J'ai eu mon premier... Tout tardif. Les livres tardifs, les enfants tardifs. Oui, je suis un type assez tardif. D'une manière générale, j'ai eu mon premier fils à 40 et mon deuxième à 59. Donc, vous voyez... C'est super, je trouve. Ça alors, écoutez, un petit peu de musique. Peut-être expliquer déjà, Victoria, que la musique fait partie de votre vie à peu près depuis toujours. Oui, depuis toujours, en fait. Mais à quel moment on passe de la musique à la musique chrétienne ? Est-ce qu'on peut peut-être expliquer au fait de sortir un album ? La musique chrétienne ? Oui. Vous saviez que ça existait ou pas, Pierre Lemaitre ? Pardon ? Vous connaissiez la musique chrétienne ? Non, je ne savais pas que ça existait, mais c'est un concept intéressant. C'est quoi ? C'est de la musique. Parce que la musique, je vois, la chrétienté, j'imagine, mais la musique chrétienne, ça me... En fait, moi, c'est vraiment une musique qui traduit et qui reflète ma relation avec Jésus. Donc en fait, moi, Jésus, je ne le vois pas du tout comme une religion, je le vois comme une personne, 3 dimensions avec une personnalité
Et j'apprends à le connaître tous les jours, en fait, en parlant avec lui, en lisant les Écritures, parce qu'il est vraiment vivant en moi. J'ai fait une expérience très, très forte l'année dernière. Une expérience de quoi? De conversion Oui, une conversion totale. Ça veut dire que vous n'étiez pas croyante ou vous étiez croyante un peu molle ou c'était Non, quoi? avant, j'ai toujours été éduquée dans une famille catholique. Oui. Et mon père était prêtre catholique avant de marier ma maman. Et en fait, du coup, moi, j'ai été élevée vraiment dans cette tradition chrétienne. Mais au bout d'un moment, moi, la tradition, je voyais plus de sens. Il n'y avait plus de sens à ce que je vivais. Je faisais les choses parce que c'était un peu comme un pansement sur mes blessures, etc. Mais moi, j'avais besoin de creuser bien plus profond que ça. Et du coup, ma vie, elle était un peu dupliquée. C'est-à-dire que je faisais plein de festivals d'évangélisation, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, mais à l'intérieur de moi, j'étais hyper triste. Donc vous étiez déjà chanteuse dite chrétienne, déjà engagée, guitare, les chants, etc. Mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de cassé, quoi. Voilà, parce que en fait, depuis que mon père est décédé quand j'avais 15 ans, et à partir de ce moment-là, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « c'est dans la plus grande souffrance que tu puiseras la plus grande joie ». Et à ce moment-là, moi j'ai 15 ans, je sais pas ça sortait pas de mes propres forces ou de mon propre cerveau. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me dire « waouh, j'ai une mission. Je crois que j'ai une mission dans ma vie. » Et c'était vraiment de souffler la vie aux gens, souffler la joie, la vraie joie. Là, je sais à quoi il pense, Pierre Lemaître. Il pense à quelques pages qu'il a écrites dans 3 jours et une vie, où à un moment, il y a un curé qui intervient alors que ce petit garçon a disparu. C'est la messe de Noël et le curé, il trouve rien de mieux à dire que quelque chose du style ah, mes amis, la souffrance, c'est formidable, ça peut nous emmener plus loin. Enfin, le truc qu'il ne faut pas dire au moment où tout le monde recherche le petit garçon. Ouais, mais ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est un manque de sagesse dans la communication. Et justement, quand on cultive cette relation avec Jésus, avec Dieu, on apprend aussi cette sagesse-là. On est éduqué en fait à l'amour parce que sinon c'est de l'égoïsme. Donc le fond est vrai, mais il ne faut pas le balancer n'importe qui devant n'importe. Mais voilà, parce que c'est très proche l'égoïsme, parce que ça part d'une bonne intention, mais c'est dit au mauvais moment, et du coup ça reflète plus. C'est juste inaudible pour les gens. Oui, et ça reflète plus une personne qui s'écoute elle-même parler, parce qu'elle sait que c'est la vérité, mais c'est dit au mauvais moment, plus que l'écoute de la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là, répondre à son besoin. Et voilà, moi, c'est vraiment un apprentissage, et je sors de tout ce qui me semble de moi pour aimer les autres, pour apprendre à aimer les autres. Oh, vous avez réussi à le faire taire, j'y arrive pas, j'y crois pas. Non, Écoutez, il les découvre. Découvre un peu sceptique, j'imagine. On va découvrir un peu le travail de Victoria Picone. On a un premier extrait, on chantera un petit peu après, un premier extrait qui s'appelle Capitaine. Oui. L'idée, c'est de dire que ce Jésus en 3D, cet homme en chair et en os, le capitaine de votre âme, c'était ça, le capitaine de ma vie, en fait. Parce que j'ai tout donné à cet homme-là qui est mort pour moi il y a 2000 ans, mais qui est vivant aujourd'hui, dans ma vie et dans mon cœur. Et vraiment, il est vivant, c'est une personne réelle. Capitaine par Victoria Picone, en images et en musique. Hope is the word you hear when you are deeply wounded inside. It keeps one another knocking on the heart of humankind. Hope is the word you hear when you are waiting for more in your life. We all have to explore what helps us know who we are. Help me find that door. If you want to be the captain of my life, I know you already know who I am. Hope, I hear the word hope, hope, when I am deeply wounded inside.
Victoria Picken. Alors, je pense qu'on a perdu Pierre Lemaître. Hein. Athée militant, n'aime pas trop la musique, ne parle pas l'anglais. Ah non, vous m'aviez dit ça au téléphone quand on a préparé l'émission. Ça m'avait même marqué comme expression. Si tout ce que je dis doit être retenu contre moi, il fallait me prévenir. Non, avant. ça me fait rire. Non, le juge prévient avant. Ça me fait rire. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais vous ne l'avez pas dit, donc vous ne pouvez pas. Moi, j'aime bien justement inviter des gens très différents. Non, je ne suis pas militant, je suis un athée convaincu. Mais je ne suis pas un militant. Je veux dire, je ne veux pas faire du prosélytisme pour l'athéisme. Je m'en fous. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que quand on préparait cette émission au téléphone, vous m'avez dit que vous n'avez pas été élevé du tout de façon religieuse, alors que souvent les invités qui sont là depuis 13 ans dans ce fauteuil, à votre place, Pierre Lemaître, ont reçu une éducation religieuse qu'ils ont envoyée aux orties plus tard. Vous, c'est juste pas d'éducation religieuse du tout. Ma mère était croyante, enfin elle a été croyante comme beaucoup de croyants, surtout que ça l'a arrangé. Puis après, elle a cessé parce que ça ne l'arrangeait plus. Mon père, lui, était athée. Et ils nous ont laissé le choix. Donc ma sœur a fait sa communion, moi je ne l'ai pas faite. Voilà. Et quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez alors ? Voir s'il y a un lien avec celle de Victoria. J'espère qu'il y a des liens. Moi, je crois dans des valeurs de générosité, etc. Mais enfin, je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Je n'ai pas besoin d'un Dieu pour convoquer des valeurs ou des vertus. Là, je veux vraiment interpeller Victoria. C'est drôle, comme souvent les personnes athées disent qu'on a besoin d'un Dieu. Vous le vivez comme un besoin, vous ? Moi, je le vis comme un besoin, mais je ne l'entends pas du tout de la même manière. Ouais. Moi, j'entends plus Dieu, j'ai l'impression que vous l'incarnez dans la religion. Et pour moi, la religion... c'est caricatural quelque part et que c'est ramené à la religion, à la pratique. Oui, c'est ramené à la pratique, au rituel. Et moi, c'est en dehors de ça complètement. Moi, c'est vraiment une relation d'amour et au quotidien, dans chaque chose que je fais, je cherche la puissance de Dieu. Et Dieu, c'est l'amour. Donc, la plénitude de l'amour dans chaque chose que je fais, dans chaque entretien que j'ai avec quelle que soit la personne. Non, mais typiquement, là, cette conversation-là, vous êtes en train de rechercher la plénitude de l'amour. Ouais. Et je la vois, je la sens, je sais pas, c'est là. C'est une paix profonde. Ça doit être bien. Ah, mais ça doit être bien. C'est le paradis sur Terre. Est-ce qu'une femme vous a déjà dit que c'était le paradis sur Terre d'être avec vous, Pierre Lemaître ? Non, il y a longtemps qu'une femme n'avait pas dit ça. Je vous l'accorde. C'est important de témoigner, Victoria ? Ah oui, c'est très important. Ouais. Parce que moi, c'est un témoignage qui m'a transformée, en fait, aussi. Oui, mais vous êtes souvent, quand vous êtes dans des festivals d'évangélisation, peut-être qu'on explique à Pierre Lemaître ce que c'est qu'un festival d'évangélisation, parce que ça se trouve, ça ne lui parle pas du tout. Je sais pas si ça... Enfin, j'ai une idée... Lointaine, d'accord. Lointaine, ouais. Victoria, qu'est-ce que c'est qu'un festival d'évangélisation ? J'aimerais bien savoir... non, c'est pas un QCM, j'espère que c'est pas une interrogation. Non. C'est pas une interrogation orale. Expliquez-moi ce que c'est. Alors, un festival d'évangélisation. Je vais pas expliquer ce que c'est un festival d'évangélisation. Monsieur, commencez par ça. Un festival, c'est un festival comme un festival de musique, sauf que la motivation derrière, pour le coup, l'intention, c'est vraiment de souffler la vie aux gens, de leur montrer la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est vraiment Jésus. Donc il n'y a que des chanteurs chrétiens qui viennent avec des textes qui sont quand même très inspirés, soit de la Bible, soit de leur expérience avec Dieu, soit... Oui, mais moi, je suis ouverte dans le sens où, pour moi, Dieu, il passe à travers tout le monde. Et je pense que c'est le mettre dans une boîte de faire passer que des artistes chrétiens. Si par exemple, il y a un artiste qui n'est pas chrétien, mais sa motivation, c'est l'amour, aimer l'autre, souffler la vie aux gens, leur donner l'espoir, leur transmettre une certaine foi, pour moi, c'est déjà énorme. Je vais me mettre dans la tête de Pierre Lemaître. Si on imagine que Dieu existe, la seule phrase qu'il faut retenir pour vous, Pierre Lemaître, c'est qu'on sera jugé sur l'amour à la fin, pas sur la foi, on sera jugé sur l'amour. Ouais. Voilà, c'est tout ce qui reste. Parce que l'amour, c'est central. L'amour, c'est central à tout. À tout. Et il y a beaucoup de religieux qui malheureusement, peut-être confondent l'égoïsme et l'amour. Et du coup, c'est pour ça que ça crée énormément de blessures, parce que tout le monde est affecté par l'amour. Il y a personne qui ne peut pas être affecté par l'amour. Mais ça, c'est des discussions que vous avez déjà eues, Pierre Lemaître, que vous avez des amis, vous qui sont très catholiques, très engagés, vous avez toutes sortes d'amis. Vous avez dit l'animateur de Radio Notre-Dame, là. Oui, c'est un bon copain. Un bon copain, un bon copain. Oui, mais si vous voulez, c'est vrai que... comment vous dire c'est tellement contraire
aux conceptions que j'ai de l'existence, vous voyez, que ce sont des discussions un peu stériles, vous voyez, ça repose sur des axiomes qui ne se démontrent pas. On croit pas, je veux dire, c'est axiomatique. Vous voyez, on ne peut pas essayer de prouver l'existence ou la non-existence d'eux. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, c'est vrai que comme ce sont des discussions qui m'agacent un peu vite, c'est vrai que j'évite de les avoir. Après, vous allez plutôt vous retrouver dans l'action. Par exemple, j'ai vu que vous parrainiez le Secours populaire. Oui. Moi, je trouve que l'amour est bien situé là. Ouais. Bon, finalement, vous voyez... L'Observatoire des prisons, les Restos du Cœur ce sont des causes qui... C'est un amour qui est en action. Et le Secours populaire. Ouais. Oui, enfin, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais enfin, en tout cas, on fait les mêmes choses. Vous appelez ça comment ? J'appelle ça un devoir de solidarité. Moi, l'amour, c'est une notion... pour moi, c'est autre chose. Compliqué. Non, c'est pas une notion compliquée, mais disons que c'est pas une notion superstructurelle. Vous voyez, je trouve c'est très... Comment dire, je suis très ébloui d'une jeune fille qui pense à l'amour, qui porte des couronnes de fleurs. Ça, je trouve ça charmant. Un peu désuet, mais charmant. Voilà. Mais si vous voulez, par rapport à ce qu'est l'existence... Vous voyez, mon existence de tous les jours et les causes pour lesquelles je suis militant, là pour le coup, qui ne sont pas l'athéisme, je ne suis pas un athée militant, mais c'est vrai que c'est d'un assez grand décalage. Oui, c'est ça, il y a un univers d'écart. On va vous laisser chanter parce qu'il y a une grande modernité dans la voix de cette demoiselle. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de désuet du tout, au contraire. Je trouve qu'elle recycle les codes très intelligemment. Puis modernité aussi. Je ne parlais pas des chansons. Oui, j'avais compris. Je rebondis dessus. Voilà. Une petite chanson peut-être, Victoria. Qu'est-ce que vous allez... On va vous laisser vous installer. Elle s'appelle Fire. Fire. Et Fire, ça veut dire feu en anglais. C'est le feu. Merci de le souffler. Non, mais il a un fils qui est musicien à Londres. Et... Donc, vous ne comprenez pas ce que chante votre fils, Pierre. C'est dramatique. Si, un petit peu quand même. J'entends un peu. Un petit peu quand même. Donc, Fire en direct sur le plateau de VIP par Victoria Picone. The secret I've never told. My time runs faster, but I don't know why these days I've been living 10 times more. You are powerful, you make me beautiful, and I won't let you go. I've got fire in my head burning. I've got fire in my head. Why is it to be now? Please don't go. Oh, I'll keep the secret like gold, but I've got to let you know. Ooh, I don't understand why it burns so hard in me. Fire in my head. Please don't go. I'll keep the secret like gold, but I've got to let you know that I've got affection for you. This river inside my veins, take me to places we are not blamed. To be lovers, to be true, to be real, to be strong and give everything to live free. To be right and wrong, to be bold and strong and give everything to live free. 'Cause I've got fire in my head burning. I've got fire in my head. Why is it to be now? Please don't go. Oh, I'll keep the secret like gold, but I've got to let you know. Ooh, I don't understand why it burns so hard in me. Please don't go. I'll keep the secret like gold, but I've got to let you know that I've got affection for you. When I'm cold, I like to sit and talk until we're old. Your character is to me like gold, and this is the secret I've never told.
'cause I've got fire in my head burning. I've got fire in my head. Why is it to be now? Please don't go. Oh, oh, I'll keep the secret like gold. But I've got to let you know. Ooh, I don't understand why it burns so hard in me. I've got fire in my head. Please don't go. I'll keep the secret like gold. But I've got to let you know that I've got affection for you. Merci. My Heart to You, c'est le nom de l'album qui sort au mois de mai chez Rejoice. C'est important d'enregistrer cet album en Terre Sainte. Qu'est-ce que c'est tellement important et c'est vraiment pour moi c'est une bénédiction. Je dirais vraiment c'est ce mot parce que mes parents se sont rencontrés en Israël et c'était vraiment une décision extraordinaire. Il était prêtre, il était très très droit et très, enfin voilà. Et donc je suis née vraiment d'un miracle en quelque sorte. Et en plus de ça, du coup j'ai perdu mon papa. Et donc ça avait un symbole très très important pour moi. Et en plus de ça, pour moi c'est le cœur du monde Israël. Et le fait d'enregistrer mon album là-bas, qui est vraiment sorti de nulle part parce que je ne m'attendais pas du tout à partir en Israël, c'était comme si Jésus mettait son tampon sur mon album en disant voilà, je m'en occupe, t'inquiète pas pour ce qui va se passer, c'est dans ma main, c'est moi qui m'en occupe. Donc toutes les opportunités qui vont venir jusqu'à... Jésus est un bon agent. Hein. J'ai un super agent. J'ai un super agent. Merci beaucoup en tout cas Victoria Picon d'avoir témoigné et partagé votre vision du monde face à une vision du monde très différente de la vôtre. Qu'est-ce que je vous souhaite Pierre Lemaitre pour la suite? Alors parce que Victoria, je sais, gros succès pour l'album, ça vraiment je vous le souhaite. Bon, gros succès pour le 3 jours et une vie bien sûr, pour la suite, mais plus profondément. Que je puisse continuer de vivre de mon métier comme je le fais, voilà. De romancier. Oui, c'est ça, que je continue à avoir du plaisir à écrire des romans et que je puisse continuer de publier, sûr que ça continue d'intéresser un peu les gens. Voilà. Bon, puis moi je vous souhaite de continuer d'être ouvert comme ça et d'accepter des rencontres complètement disruptives dans votre vie. Bien volontiers. Merci Victoria et merci Pierre. Au revoir. Au revoir.